Avant de réaliser La pêche et la mangue et l'immeuble, j'ai co-réalisé Et Mademoiselle, une comédie musicale d'animation qui traitait du harcèlement de rue. Bien que sa sortie ait été mouvementée, le nombre de vues a été impressionnant, avec plus de 3 millions de spectateurs en seulement quelques semaines. Vu qu'il s'agissait de ma première œuvre publique, je me rendais pas vraiment compte de ce que ça représentait 3 millions de vues. Ainsi, lorsque j'ai publié mes premières bandes dessinées numériques natives et que je me suis confronté aux quelques 500 vues par épisode de La pêche et la mangue, je me suis vite aperçu à quel point la BD numérique était un domaine de niche. Et malgré le plaisir de recevoir un prix officiel au Festival de la BD d'Angoulême, ce qui, on va pas se mentir, représente le Graal dans notre domaine, l'immeuble plafonne actuellement aux alentours de 7000 vues sur Turbo Interactive. On va pas se mentir, 7000 vues ça reste beaucoup. Mais l'écart entre mon premier court-métrage, qui maintenant est à 5 ou 6 millions de vues, et les 7000 personnes qui sont sur l'immeuble, voilà, en plus d'être un boost d'humilité, ça a surtout été un élément de motivation fort pour faire découvrir la BD numérique native. Quand je mettais dans les mains de quelqu'un qui ne connaissait pas une BD numérique, les lecteurs et lectrices accrochaient directement au concept. Mais pourtant, personne ne connaissait l'existence de ce médium sur internet avant que je leur en parle. C'est pour ça que je me suis mis en quête de créer une porte d'entrée auprès du public vers mon terrain de jeu et celui de mes camarades. J'ai réfléchi de manière extrêmement pragmatique. Bon, où sont les gens sur internet? À l'époque, ils étaient sur Facebook. Je sais, ça a bien changé. Ok, je vais donc faire une BD numérique sur Facebook. Là où sont les gens? Pour ne pas leur demander d'avoir cet effort à faire de changer de plateforme. Ensuite, quels sont les outils proposés par Facebook? En vrai, pas grand chose. Enfin oui, il y avait bien le Canva, qui est un outil de création de publicité, qui propose quelques possibilités un peu funky. Notamment, il propose la possibilité de créer un enchaînement vertical ou horizontal d'images, fait pour la lecture pour smartphone. Bon, ça c'était quelque chose que je pouvais exploiter. Notamment avec le format qu'on appelle le format Webtoon, qui est un format où les cases sont mises les unes en dessous des autres, et qui est exactement optimisé pour smartphone. Ensuite, quelles sont les habitudes de consommation de ma génération, c'est-à-dire la génération que je visais par cette BD et à laquelle je voulais faire découvrir la bande dessinée numérique? Nous autres, on a été marqués par Netflix et par les séries. J'ai l'impression qu'on veut toujours des contenus réguliers, conséquents et vraiment très travaillés. Puisque cette BD sera diffusée sur Facebook, il faut aussi qu'elle colle aux usages de la plateforme. Donc il faut qu'elle soit participative, interactive et sociale. Maintenant que j'avais su tout ça, il fallait que je me demande quel format narratif vais-je adopter. Et là, je vous propose de vous arrêter quelques minutes sur cette question, pour essayer de réfléchir et trouver ensemble le format de la bande dessinée numérique de demain. Il faut réfléchir à ce qui fait la particularité de la bande dessinée numérique. Qu'est-ce que ce médium fait qu'aucun autre format n'est capable de faire? Il est communément admis que la bande dessinée nativement numérique est à la croisée entre la bande dessinée, le cinéma d'une part et le jeu vidéo d'une autre part. Le cinéma ne nous offre pas d'interactivité, par exemple, mais nous propose du mouvement, du son, et impose un rythme de visionnage. Parce que soyons honnêtes, faire pause sur une image pour la comprendre, revenir en arrière puis aller en avant, c'est pas vraiment, selon moi, une pratique pertinente et généralisée dans le cadre de la consommation d'un film. De son côté, la bande dessinée ne nous offre pas de son, pas d'interactivité, mais laisse une grande place au lecteur, notamment dans sa capacité à choisir lui-même le rythme de lecture. En outre, malgré ce qu'on pourrait croire de prime abord, la bande dessinée est un art du mouvement. Enfin, le jeu vidéo, lui, offre du son, de l'interactivité, du mouvement et un rythme de consommation de l'œuvre dicté par le joueur ou la joueuse. Alors, dans tout ça, la bande dessinée numérique, qu'est-ce qu'elle propose? Est-ce qu'elle est plus interactive que le jeu vidéo? Est-ce qu'elle est plus en mouvement que le cinéma? Malheureusement, dans tous ces domaines, la bande dessinée nativement numérique ne peut, au maximum, que égaler ses augustes camarades. Alors qu'est-ce qui fait, en tant que lecteur et en tant que créateur, que j'aime autant la bande dessinée numérique? Qu'est-ce qui en fait la force? Franchement, j'ai longtemps réfléchi, j'en ai beaucoup parlé avec les autres auteurs de BD numérique, et je crois que la réponse à laquelle je suis arrivé est la suivante. La bande dessinée nativement numérique est le résultat du travail d'une seule personne,
ou alors d'un duo scénariste-dessinateur ou d'un duo dessinateur-codeur. En tout cas, c'est le résultat d'une équipe très réduite qui, contrairement à tous les autres arts cités précédemment, n'a aucun intermédiaire entre le créateur de son art et le public qui s'y confronte. Ça peut paraître un détail de création interne, mais au final c'est essentiel. Quand Scorsese veut faire un film, il lui faut récolter plusieurs millions d'euros, monter toute une équipe technique, des acteurs, des monteurs, des étalonneurs, des distributeurs, une salle de cinéma, des producteurs, des commerciaux, etc. Lorsqu'Ubisoft lance un énième Assassin's Creed, il a besoin de graphistes, de codeurs, de commerciaux, de distributeurs, de marchands de jeux vidéo, etc. De la même manière dans la bande dessinée, lorsque Juanro Guarnido veut créer Black Sad, il a besoin d'éditeurs, de libraires, etc. Je pense que vous avez compris le tableau. Moi, en tant qu'auteur, lorsque je veux faire une BD nativement numérique, je travaille directement sur ordinateur. Je n'ai besoin que de mon stylet, d'une bonne dose de courage et un petit peu d'inspiration, et c'est parti. Le fait que ce soit un art rapide à produire, par une personne seule et en contact direct avec son public, c'est ce qui en fait un média extrêmement moderne à mon avis. Enfin bref, revenons à nos moutons. Je sais donc que je veux faire une BD sur Facebook, pour que le maximum de gens découvrent ce qu'est la BD nativement numérique. Je sais qu'il faut qu'elle soit interactive, participative, sérielle, régulière, mais avec un contenu conséquent et de qualité, et qu'elle exploite la versatilité du médium de la BD numérique. Et c'est ainsi qu'est née Heliopolis Investigation, une série de bandes dessinées d'enquête futuristes qui sortait tous les lundis et qui proposait aux lecteurs de voter pour décider de la suite de l'histoire, d'apparaître dans le récit en tant que personnage secondaire, ou de m'imposer des défis et des contraintes de création. Franchement, en vrai, soyons honnêtes, c'était une aventure totalement folle. Ça m'a pris un an de préparation, et grâce à l'aide d'un financement participatif sur Ulule, ça a pu voir le jour. C'était une aventure dingue, extrêmement grisante et inspirante, et qui a, à sa façon, et au travers des algorithmes vicieux de Facebook, su trouver son public. Je me souviens avec émotion des débats dans les commentaires, des clans qui se sont formés entre lecteurs, du lobbyisme de chacun pour influencer l'histoire à sa manière. C'était un projet magnifique et une expérience de vie vraiment marquante. Et même des années plus tard, en convention, les gens m'en parlent encore.